Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir mon ami professeur Mohamed Anas Fehdi, anesthésiste réanimateur au CHU Ibn Rushd, au Trauma Center de l'hôpital Ibn Rushd. Alors, il a pour mission d'animer un atelier sur les détresses vitales en hémodialyse. Bon, vu que c'est seulement 1h30, ça va, c'est d'emblée, c'est pas de la simulation pure, puisque c'est 1h30, on n'a pas tout ce qu'il faut pour. Ça va être plus un atelier interactif sur les détresses vitales en hémodialyse. Et à toi la parole. Merci beaucoup, cher ami et maman. Marhaba bina عندكم. Alors, juste une petite demande à l'audience, si vous pouvez vous rapprocher, comme ça c'est plus convivial et c'est plus. Voilà, سمحوا لنا. باقي الصباح عرفت يلا. Très bien. Alors, avant de démarrer, j'aimerais bien avoir une idée sur l'audience, faire votre connaissance. Oui, docteur Zahiri Khalid, néphrologue. Zahiri Khalid, privé. Secteur privé. دكتور فتيحي نفخو. مشرفين سي فتيحي. كاز ديالنا صافي غنتهلا فيهم. Ferdas Boumeiz, résidente 3e année néphro. Docteur Delbel Kaussar, résidente en néphrologie, 3e année également. Rabat. Docteur Mounir, néphrologue, Tiznit, privé. Docteur Ayash Rizlan, stat. Docteur Nour Hsna, frère Ben Saleh, néphrologue. Docteur Berra Farah, Kaza. Docteur Ahmed Hamadi, résident néphrologie, VAS. Michel Jadoul, néphrologue, Bruxelles. Docteur Belkherfi Hassan, ex-chef de service de Kinitra. Maintenant, je suis en retraite. Moi, c'est Olivier, docteur, résident néphrologue. Oui. Je ne suis pas reconnu. Tu es plus classe là, avec la chemise. Bonjour, docteur Snaiki, Tetouane. Bonjour, docteur Faïq Mouna, néphrologue privé Salé. Docteur Kautar Jraji, résidente en néphrologie Agadir. Docteur Amélie Khadija, Casablanca, néphrologue sur Casa, secteur public. Docteur Aïd Hassan Zineb, néphrologue privé, Youssoufia. Docteur Jalal Hussein, néphrologue privé à Knetra. Alors, enchanté. Alors, une petite question. Qui n'a jamais eu, mais qui a eu déjà à gérer une urgence vitale pendant une séance d'hémodialyse, qui a eu un décès, par exemple, qui peut nous raconter son expérience? Allez-y. Une urgence, pas uniquement un décès. باقي ما سخنش الموتور باقي. Allez, on écoute Sidi Hassan. Vous me rappelez de mon nom, bravo. Alors voilà, c'est classique. Autant que médecin à l'hôpital, on est obligé de voir les malades qui sont restés en urgence pendant la nuitée. Voilà, ils viennent surtout en OAP, l'hypercalémie. Voilà, on est obligé de faire le maximum d'urgence pour sauver la vie du malade. C'est surtout l'OAP, l'hypercalémie, troubles de conscience, c'est-à-dire l'encéphalopathie urémique. Voilà, parfois des convulsions, syndrome neurologique, AVCI. Voilà, mais alhamdoulilah, tout après la dialyse, la première, deuxième séance, tout rentrera dans l'ordre. Voilà.
On a été toujours en collaboration avec nos amis réanimateurs, qu'on estime beaucoup parce que la néphrologie, finalement, donc il y a une part d'urgence qui est capitale pour sauver la vie du malade. Je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous. Alors donc déjà là, on a deux types de situations, si je me permets. Donc il y a des urgences qui viennent parce qu'ils ont besoin d'hémodialyse, c'est ça? C'est ce qu'on fait d'habitude, les urgences dialytiques, la surcharge, les hypercalémies et tout ça. Mais il y a des urgences qui surviennent pendant la séance, d'accord? Alors déjà pour les malades généralement qui viennent pour des urgences hémodialytiques, c'est des malades qui sont déjà mis en condition, on va dire, qui viennent avec un transport médicalisé. C'est ça, c'est le cas pour tout le monde. Mais pas tout le temps. On peut avoir des malades... Oui, on peut... Alors, très bien. Et alors, ce qu'on va voir dans notre atelier aujourd'hui, c'est comment gérer une situation de crise qui va survenir pendant une séance d'hémodialyse. D'accord? Qu'appelle-t-on une urgence vitale? Pourquoi on appelle des urgences vitales? C'est le titre de l'atelier. Donc, si on ne fait rien, il y a un risque de décès. Donc ça engage le pronostic vital à court terme, à très court terme même. D'accord? Donc ça nécessite des mesures d'urgence, des mesures de réanimation, des mesures d'urgence. OK? Et des soins de première ligne que tout le monde peut prodiguer. Pas forcément on attend le réanimateur, mais on doit faire des choses. OK? Très bien. Alors, comment on peut procéder devant une urgence vitale? Prise des constantes. Ouais. Très bien. Et La saturation, la fréquence cardiaque, la tension très bien. neurologique, et puis après adapter selon ces constantes. Très bien. L'oxygène. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc déjà, il y a le volet de quoi? De l'évaluation. L'évaluation. Donc on va évaluer des paramètres. Et selon ces paramètres, qu'est-ce qu'on doit faire? Des examens complémentaires, pas tout de suite. Sidi Hassan, peut-être après. Oui. Oui. Oui, ok. Le CG, oui. Le CG, oui, on peut le faire. Oui. Le CG, oui. Le CG, ça rentre dans notre évaluation, on va le voir tout à l'heure. En fait, et tout dépend de l'urgence, vraiment de la détresse. Il y a des détresses, on ne peut même pas se permettre, bien sûr, de faire un ECG. Donc, il faut, c'est un peu ce que va nous dire Anas. Oui, très bien. Alors, est-ce que vous connaissez la méthode ABCDE? Qui utilise la méthode ABCDE dans sa vie de tous les jours? Vous savez que ce n'est pas réservé aux réanimateurs ou aux urgentistes. C'est pour tout le monde, les ABCDE. Alors, quels sont les ABCDE qui vont nous dire? A? Airway, très bien. A, c'est airway, très bien. B? Breathing, c'est la respiration. En gros, C? La conscience baqa, D. Ça a l'air bizarre, mais conscience, c'est D. C, c'est le cœur, circulation, c'est la circulation. D, disability, c'est en gros l'état neurologique, plus quelques paramètres, on va les voir tout à l'heure. Et E, exposure, on appelle ça exposure. C'est là où on va faire le travail classique de l'interrogatoire, l'examen physique, les examens paracliniques. Okay? Donc de la cause. Donc vous voyez que c'est une méthode qui peut être appliquée chez tout patient, qui nous permet, par les ABCD, une évaluation qu'on va appeler évaluation initiale, qu'on peut appliquer chez tout patient pour juger est-ce que le patient il est stable ou instable. Donc tout patient qui vient chez vous, on peut appliquer les ABCD
dès l'admission du malade, on va dire, pour juger est-ce qu'il est stable ou il nécessite un traitement initial pour qu'on puisse le stabiliser. OK? Est-ce qu'on peut afficher le truc? J'aime bien écrire. Non, pas moi, le paperboard. Je crois. On va le mettre ici. Très bien. Les feutres? Ah oui. Alors, on a dit, devant toute urgence vitale, on va appliquer les A, B, C, D, E. Alors, je suis en train de dialyser un malade. Je vois qu'il ne va pas bien. Généralement, c'est ce qui nous fait tiquer en tant que soignants. On voit que le malade ne va pas bien. Soit il réclame des choses, soit son comportement a changé, soit son... C'est ce qu'on appelle, on va l'appeler. Soit dans notre particularité, soit la machine qui... Soit la machine qui donne des alarmes, oui, par exemple. Alors, c'est ce qu'on appelle une impression générale. Une impression générale. OK? L'impression générale, elle va venir ici. C'est ce qui va pousser à suivre cette méthode ABCDE. Impression générale. Est-ce qu'on peut avoir d'autres feutres, s'il vous plaît? Chef. Des feutres laissés. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans cette impression générale? Oui, donc c'est l'état de conscience. Oui. Le malade cancer, je trouve un peu somnolent. Il ne réagit plus, il est plus calme. Oui. L'agitation. Une difficulté à respirer. Convulsion, il peut convulser carrément. Oui. Douleur, il peut accuser des douleurs, des sueurs, des céphalées. Oui. Donc tout ça, ça rentre dans l'impression générale. C'est ce qui va nous pousser à prendre les choses au sérieux. Et quelle est l'urgence ultime? C'est l'arrêt cardio-respiratoire. C'est l'urgence ultime qui fait peur à tout le monde. OK? Et donc, on va en parler en premier. On ne peut pas la laisser en dernier. Et on doit la chercher en premier. Vous êtes d'accord? Donc, la première question à laquelle je dois répondre, un malade qui ne va pas bien, est-ce qu'il est toujours vivant? Est-ce qu'il est en arrêt cardiaque? Est-ce qu'il fait un arrêt cardiaque? Donc après l'impression générale, j'ai une question à laquelle je dois répondre. ACR ou pas? Est-ce que c'est un arrêt cardio-respiratoire ou pas? OK? Alors comment on peut reconnaître un arrêt cardiaque? Oui, c'est Hassan. Ça, c'est de l'hypotension, oui. C'est des signes, on va dire, précurseurs, préparatifs de l'arrêt cardiaque, oui. Le scope, déjà. Donc, vous avez des malades qui sont... Est-ce que tous les malades, vous les scopez pour l'hémodialyse? Non. Quels sont les malades que vous scopez généralement? C'est des malades de réanimation. Dans votre vie courante, quels sont les malades que vous scopez? Les hyperkaliémies, oui. Donc, qui viennent pour des urgences dialysiques, détresse respiratoire, hyperkaliémie, oui. Aux troubles de conscience, on les scope, les encéphalopathies urémiques. D'habitude, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'ils sont, généralement, est-ce qu'ils sont scopés? C'est exceptionnel d'avoir... Les malades qui font des hypotensions en péridialyse, oui, on doit les scoper. Très bien. Donc, pour un malade scopé, est-ce que c'est facile à diagnostiquer? On peut dire que c'est plus facile. Pourquoi? Parce qu'on a le tracé, mais à part le tracé. Pourquoi on a déjà scopé le malade? Parce qu'on s'attend à ce qu'il nous fasse des choses. Donc, on est un peu préparé, on anticipe. Donc, je fais attention à tout ce qui change chez le malade.
Mais oui, le scope, il va nous aider à diagnostiquer. Qu'est-ce qu'il peut nous montrer le scope pendant l'arrêt cardiaque? La systolie, donc soit le tracé qui est plein. Donc toujours dans l'arrêt cardiaque. Déjà, on a deux types de patients, c'est ça? On a un malade qui est, on va dire, monitoré, et un malade qui n'est pas monitoré, c'est ça? Quelles sont les anomalies qu'on aura sur le scope? La systolie, donc c'est des anomalies de l'électrocardioscope. L'électrocardioscope. Qu'est-ce qu'on aura? La systolie, vous avez dit. La systolie, c'est un tracé qui est plat. Donc asystolie. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme anomalie? Là, toujours à l'électrocardioscope. Un aspect de TV. Mais on l'appelle comment? On l'appelle? La fibrillation, c'est un autre aspect. La TV, كنزيدوا عليها واحد الحاجة ماشي TV. Les TV, c'est pas tous la même chose. Je peux avoir une tachycardie ventriculaire chez un patient qui est conscient. Je peux l'avoir chez un patient qui est somnolent, qui fait de l'hypotension associée à la TV, comme je peux l'avoir chez un patient en arrêt cardiaque. Dans ce cas, je dois l'étiqueter comme TV sans pouls. TV sans pouls. J'ai la TV sur le scope, je cherche le pouls. Est-ce qu'il existe ou pas? OK? Si Hassan Gallina, la fibrillation, il a tout à fait raison. C'est des contractions qui sont irrégulières sur la ligne de l'électrocardioscope. Mais ça, c'est des choses à connaître. On peut rajouter un quatrième aspect. On l'appelle. Généralement, c'est rare au début de l'arrêt cardiaque. Peut-être quand on commence la réanimation, on peut avoir des aspects de dissociation électromécanique. C'est des tracés qui se rapprochent au tracé normal. Dissociation électromécanique. On a l'activité électrique qui est affichée, mais il n'y a pas d'activité mécanique du cœur. OK? Ça, c'est sur l'électrocardioscope. Les autres paramètres, qu'est-ce qui va se passer pour la saturation, la pression artérielle? Ils vont s'effondrer, voire ils vont disparaître. Pourquoi, justement? Qui dit qu'il n'y a pas d'activité cardiaque, il n'y a pas de circulation. Il n'y a pas de circulation. Donc il n'y a pas de circulation, je n'aurai pas de saturation, je n'aurai pas de pression artérielle. OK? Très bien. Alors, le patient qui n'est pas monitoré. Il y a 3 critères, 3 signes. 1, 2, 3. Premier signe. C'est le premier signe. Ce n'est pas le premier signe. La conscience. Qu'est-ce qui fait tiquer? C'est la conscience. Donc c'est l'absence de conscience. Absence de conscience. Deuxième signe. Absence de respiration. Avant de juger de l'absence de respiration, qu'est-ce que je dois faire? Très très bien. Je dois libérer les voies aériennes. Pourquoi? Parce qu'un malade qui est inconscient, on va voir ça tout à l'heure pour le airway, les voies aériennes, ils sont à risque d'être collabées. Et donc, même s'il a la capacité de respirer, il ne pourra pas respirer parce que, tout simplement, les voies aériennes sont obstruées. Donc, je libère les voies aériennes pour éliminer le cas des voies aériennes obstruées avant de juger l'absence de respiration. Est-ce que ces 2 critères sont suffisants? Oui.
je peux commencer la réanimation de mon malade sur ces deux critères. Mais nous, comme étant personnel soignant, on va ajouter l'absence de pouls, que vous connaissez tous. L'absence de pouls. On va le chercher où, ce pouls? Un carotidien, le pouls carotidien. Carotidien pour l'adulte, huméral pour l'enfant et fémoral pour le nouveau-né et le nourrisson. Ok? Ça vous va? Alors, est-ce que ces critères sont importants dans ce cas? Dans le cas où j'ai un malade qui est monitoré, est-ce que je dois chercher ces critères ou je peux ne pas les chercher? Pourquoi? Erreur sur le scope. Vous m'entendez comme ça? Non, Hassan, ça fait le micro là, Hassan. Alors, est-ce qu'on faut les chercher ou il ne faut pas les chercher? Qui va chercher les signes de l'arrêt cardiaque? Qui ne va pas les chercher? On doit les chercher. Pourquoi? Qui dit scope, dit appareil électronique, dit risque d'erreur. Risque d'erreur, ok? La systolie, on peut la voir. Si j'oublie de mettre les patchs, si les patchs tombent, je peux avoir un tracé qui est plein. Donc, tout ça, ça peut être des erreurs du moniteur. Donc, toujours se contenter des trois signes. J'ai un problème ici, je vérifie la conscience, je vérifie la respiration. Si effectivement j'ai l'absence de ces deux, je commence la réanimation cardio-pulmonaire. Réanimation cardio-pulmonaire. شكرا. أحمر ماشي مشكل أحمر مزيان نسيت. شكرا. شافني لابس اللون ويجيب لي الأحمر. Alors, donc, ici on retient le diagnostic de l'arrêt cardiaque. On va commencer notre RCP. La RCP égale deux choses qui sont plus insufflation, massage cardiaque, plus insufflation. RCP, c'est réanimation cardio. Réanimation cardio-pulmonaire. Ça, c'est la réanimation cardio-pulmonaire de base par laquelle on va démarrer en attendant de faire des choses. Ok? Est-ce que la prise en charge de des arrêts cardio-respiratoires, est-ce que c'est la même chose? Elle change? Donc il y a deux types de prise en charge. On va les voir tout à l'heure. Parce que ça dépend du type de l'arrêt cardio-respiratoire. Quel est l'arrêt cardio-respiratoire le plus fréquent chez vous en néphrologie? Les deux. Les deux causes les plus fréquentes. L'hyperkaliémie. L'hyperkaliémie, elle va donner quel type d'arrêt cardiaque? Quel est le type? Type 2. On va mettre hyperkaliémie. C'est la deuxième étiologie? L'OAP. Il agit par l'hypoxie. Alors ici, il va nous donner un arrêt cardiaque de type qu'on va appeler choquable, un rythme choquable. Il y en a un rythme non choquable. Le rythme choquable, le premier, le canarfo, la fibrillation ventriculaire. Son cousin, c'est la tachycardie ventriculaire sans pouls. C'est important de faire la part des choses parce que la prise en charge ici, ce n'est pas la même qu'ici. Ici, on choque, on défibrille. Et on a plus de chances à récupérer par la défibrillation que par autre chose. La systolie, c'est l'affaire de l'hypoxie, aussi l'équivalent d'IELA, la dissociation dont on a parlé, électromécanique. OK? Donc pour les deux, on a commencé notre RCP.
Sauf que la prise en charge, elle va changer. Je commence ma RCP, je fais quoi d'autre? Avant de commencer la RCP, qu'est-ce que je dois faire? Alors, généralement, c'est celui qui assiste qui va la faire. Celui qui surveille le malade qui va la faire. Avant de prendre la voie, alerter. Il doit alerter. OK? Il y a des choses qui doivent être faites ici. Au moment du diagnostic, l'alerte. Deuxième chose, l'abord veineux. Si ce n'est pas mis chez le malade, déjà. Abord veineux. Si mon malade n'est pas monitoré, je vais le monitorer. Pourquoi? Pour voir le rythme. Pour voir le rythme. Je le monitore pour voir le rythme. Maintenant, le malade il fait l'arrêt cardiaque. C'est des actes que je dois faire, mais dans ce sens. Alerter, monitorer, abord veineux, mais avant l'abord veineux, je peux mettre de l'oxygène comme ça, il n'y a pas de problème. Je peux appliquer un masque à haute concentration, même si le malade il ne respire pas, parce qu'après, quand je vais commencer le massage cardiaque, il y aura un passage d'oxygène, juste par les moments de décompression, on va voir ça tout à l'heure. Donc dans ce sens, je peux faire celui qui assiste, celui qui fait le diagnostic. OK? Alors, si je n'ai pas de moniteur, peut-être que je n'ai pas de moniteur, ou là il ne marche pas, ou là, je ne peux pas ne pas avoir le défibrillateur, si je veux bien prendre en charge les malades comme ça. Il faut avoir le défibrillateur. Pourquoi? Parce que dans le cas où je n'ai pas de moniteur, le défibrillateur, il va guider ma prise en charge, il va guider le rythme, il va me donner une idée sur les rythmes, est-ce que je dois choquer ou je ne dois pas choquer. Et dans ce cas, il va faire la part, et il va m'aider dans le diagnostic. Et on peut travailler avec ça si on n'a pas vraiment la tête pour... même si le moniteur il est là, si je ne veux pas me déconcentrer sur le malade, je me focalise sur le défibrillateur. Il n'y a pas de problème. OK? Alors, l'aide... Ah, bien sûr, c'est obligatoire et c'est médico-légal. Il faut l'avoir. Mais sur le défibrillateur... Très bien. Très bien. Merci. Très bien. Alors, j'ai le défibrillateur. Je le fais marcher. Alors, il va me dire quoi, le défibrillateur, à votre avis? Il va me dire que... Dès que je l'allume, il dit des choses. Avant de dire éloignez-vous, ça commence dès la première action à faire devant un malade inconscient. Il vous dit vérifiez la conscience, si ce n'est pas encore fait. C'est des choses qu'il rappelle, et parce que c'est fait un peu pour tout le monde, soignant ou pas. Il vous dit libérer les voies aériennes, vérifier la respiration, donc il vous aide pour le diagnostic, si ce n'est pas encore fait. Après, il va vous dire, écartez-vous de la victime, analyse du rythme. Il va analyser le rythme et il va me dire deux choses. Soit choc conseillé, soit choc non conseillé. OK? S'il me dit choc conseillé, je suis dans quelle famille? Les rythmes choquables. C'est soit une fibrillation, soit une tachycardie ventriculaire sans pouls. S'il me dit non conseillé, je suis ici, dans la systole. Alors, qu'est-ce que je fais si je suis ici? Très bien. Continuez la RCP. Pendant 2 minutes, avant de revérifier le pouls. Quoi d'autre? Très, très bien. L'adrénaline. À quelle dose? 1 cc ou 1 mg. Vaut mieux dire 1 mg parce qu'il y a des ampoules où 1 cc égale 0,5 mg. Donc il faut faire attention au dosage. Donc 1 mg
toutes les 3 à 5 minutes. On va dire 3 minutes. OK? Et quoi d'autre? Il n'y a pas de dose à ne pas dépasser la vérité. C'est juste la durée de la réanimation. On va dire donc les 30 minutes de réanimation. Mais, le but de l'adrénaline, c'est d'aider à relancer le cœur, l'activité cardiaque. Donc on va donner toutes les 3 à 5 minutes. Soit ça va réussir, soit ça ne va pas réussir et on va arrêter au bout de 30 minutes. D'accord? Donc RCP adrénaline, et bien sûr, quand les secours arrivent, ou bien si j'ai, parce qu'avec la RCP, on a l'insufflation. Là, on recommande que le malade soit intubé. Intubation. Mais a dit, quand les réanimateurs et les urgentistes arrivent, ils vont intuber le malade. OK? Alors, après les 2 minutes, on va revérifier le rythme. D'emblée. L'intubation, normalement, elle doit se faire d'emblée. Mais la ventilation suffit. Le temps d'avoir des secours spécialisés qui arrivent. OK? Le problème de la ventilation, c'est que théoriquement, c'est supposé que Oui, bien sûr. vous ayez fait ça avec votre personnel, parce qu'en général, un néphrologue ne peut pas réanimer tout seul. C'est un staff, juste pour l'expliquer un petit peu, parce que si vous êtes tout seul et que votre personnel ne sait pas manipuler le masque pour ventiler, même si vous faites le massage cardio-respiratoire correctement, la ventilation ne se fait pas. Le patient n'est pas oxygéné, ce qui fait que c'est presque impossible de récupérer votre arrêt cardiaque. Donc, on insistera sur la prévention, c'est beaucoup plus la formation en amont de l'arrêt cardiaque. Bien sûr, c'est dans le cadre de la préparation. Mais on va dire que même si on ne ventile pas, si on fait un bon massage cardiaque, le temps que les secours spécialisés arrivent, c'est suffisant. Ici, on parle de secours spécialisés, c'est en général non. Ici, vous n'aurez pas à avoir de secours si vous êtes dans votre centre. Vous allez à vous débrouiller à votre arrêt cardiaque. D'accord? Donc, théoriquement, vous êtes censé réanimer votre patient. Théoriquement, un néphrologue est censé intuber. Théoriquement, vous êtes censé connaître ces gestes de réanimation. Parce qu'on parle d'appeler les urgences si vous êtes dans un hôpital. Vous avez un SAMU qui est mobilisable, même au bloc opératoire. Maintenant, les anesthésistes ne réaniment pas en Europe. Ils appellent, il y a une équipe de réanimation qui vient. Équipe d'arrêt cardiaque. Chez nous, au Maroc, un néphrologue privé est laissé à lui-même. Et donc, vous allez à gérer la catastrophe dans votre centre. Primo, prévention. C'est-à dire, il ne faut pas que ça arrive. Mais quand elle arrive, elle va arriver. C'est impossible de dialyser sans arrêt cardiaque. Ça n'existe pas. Ne me dites pas que vous passez 10 ans de dialyse sans arrêt cardiaque. C'est impossible. Donc, c'est des situations réelles. Bon, merci beaucoup. Merci. Là, je rebondis sur ça pour dire qu'au fait, c'est pour ça que bon, la gestion d'un arrêt cardio-respiratoire, au fait, la gestion des urgences vitales en hémodialyse, pour la formation et des néphrologues et du personnel qui sera avec nous dans le centre, il faut vraiment des sessions pratiques de simulation et d'entraînement, de procédural, etc. Et donc, ça va pas être le cas en 1h30, on pourra pas faire ça. C'est pour ça que, bon, on va pas le faire. C'est le but de l'atelier, en fait, c'est de discuter ça, de simplifier un peu les notions et dire que c'est applicable par tout le monde. Après, pour l'intubation, c'est pas la solution magique de l'arrêt cardiaque, et donc les recommandations, ils ont revu ça. Si on ne peut pas intuber, il y a d'autres solutions plus simples. Alors, la solution pour nous, c'est-à-dire si vous pouvez vous libérer pendant 1 minute pour intuber votre patient, vous êtes déjà sûr que le patient va être oxygéné, parce que les gens savent manipuler, mais ne savent pas prendre le masque. Quand on dit hyperextension du cou, subluxation de la mandibule, nous, on sait exactement de quoi il s'agit. Mais les personnels ne savent pas ce que ça veut dire. Ça, c'est l'affaire de la formation, si vous me permettez, pour passer à autre chose. Et puis, les recommandations, comme j'ai dit, ils disent, si on ne peut pas intuber, qu'est-ce qu'on peut faire? Avant de ventiler au masque, il y a une solution, qui la connaît? Là, par la canule. La canule, c'est important pour libérer les voies aériennes.
c'est ce qu'on appelle les dispositifs supraglottiques. Dispositifs supraglottiques. Alors j'ai ma petite valise ici. Alors ça. Vous connaissez? Vous avez déjà vu? Masque laryngé. Smito dispositif supraglottique. C'est le nom de famille, dispositif supraglottique. Alors ça demande rien pour le mettre. Ça demande rien pour le mettre. Ça, les paramédics ailleurs, ils le font eux-mêmes. Ils le posent à l'ambulance et transportent le malade. Donc ça, c'est parmi les choses à avoir dans sa sacoche d'urgence dans un centre de dialyse. Ok? Ça vous va? باش نحيدوا الخلعه de l'intubation. C'est pas obligatoire. Oui, c'est Hassan. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah là, vous parlez avant la dialyse. On parle des urgences qui surviennent pendant la dialyse, on va dire. Mais normalement, vous ne devez pas recevoir un malade à 5/15 pour la dialyse. C'est pas logique. Ok? Ça vous va? Très bien. Nous l'autre partie. Alors, choc conseillé, on fait quoi? Choqué. Le DAE, le défibrillateur automatisé externe, il ne vous laisse pas le choix. Parce qu'il vous dit, appuyez sur le bouton pour délivrer le choc. Donc, il faut appuyer pour passer aux autres étapes. On appuie et après, la RCP. La RCP, c'est-à-dire le massage et les insufflations pendant 2 minutes. Et bien sûr, après les 2 minutes, on va revérifier ce qui se passe. Ok? Donc, défibrillateur obligatoire, adrénaline obligatoire, seringue obligatoire, source d'oxygène obligatoire. Ça, vous le connaissez. Ok? Et bien sûr, de quoi insuffler, de quoi délivrer des insufflations. On va faire l'exercice tout à l'heure. Très bien. Je pense qu'on passe à un peu de pratique. Comme ça, on bouge un peu. Allez, qui voudrait passer? On peut faire passer le maximum de personnes. Comme ça, Les femmes d'abord. Il y a la mix, monsieur Mouskin. Très bien. Alors, on voit en premier le massage cardiaque. Alors, pour la technicité du massage cardiaque, on le fait où? Où est-ce qu'on fait le massage? Sur le sternum, oui. Sternum, ligne intermamelonnaire. Sternum, au milieu. Par quoi? L'hyperextension faite. Oui. Une deuxième personne qui veut monter. Qui voudrait passer. Très très bien. Marhaba. On a tout ce qu'il faut ici. Vous connaissez ça? Qui a ça dans son centre? Très très bien. Excellent. Et ça? La canule de Guédel. Vous avez ça dans votre centre? Très bien. Alors, on n'applique pas ça avant de mettre ça. Voilà, la canule. Et tu as ça. Je le mets ici. Alors, le massage, on le fait par le talon de la paume de la main. Cette partie. Ok? La partie, il est à dans le point où on va appliquer la pression. Les mains en extension. Tout le monde peut faire ça. Bien. Allez-y, allez-y. Les mains devant. Et vas-y. Là, hack. D'accord? Et hack. Ok? Je le mets sur le point de pression. Mouvement plus important, vous voyez. Vous entendez parler de verrouiller les coudes?
dois pas fléchir les coudes. Je ne dois pas masser comme ça. Je masse comme ça. Ok? C'est bien. Ah non, je masse comme ça. Ok? Sur le sternum et je masse. ماشي هكا. ماشي. لا يتنفس ويعيش. Ok? Et je masse le plus profond possible. Je masse le plus profond possible. Ok? Ça fait des recommandations qui lèvent 5 à 6 cm. Masser le plus profondément possible. À quel rythme? Le plus rapidement possible. Au début. Au début. Ok? Parce qu'au moment où j'allume, on va l'allumer tout à l'heure, le défibrillateur, il donne un métronome qui suit un rythme de 100 battements par minute. Ok? Ça vous va? Très bien, vas-y. Et puis, quand est-ce que j'insuffle? Très très bien. Donc je fais Rachid et alors Rachid il va faire 30 compressions en comptant à haute voix. Et puis Mokhtar il va délivrer 2 insufflations. Alors astuce plus simple pour le masque. Le masque. Le masque, vous connaissez l'astuce C, E, C, C, E. Le C, c'est le pouce et l'index, je le pose sur le masque. Le E, alors, j'applique le masque sur le nez et la bouche. Ok? Le C sur le masque. Le E sur la main. Le E sur le mandibule. Ok? Pas ici. Sur l'os. Sur l'os. Non. Mais si, non. Si je mets le E sur le tissu mou, je suis en train de comprimer, d'asphyxier le malade. Ok? Donc, sur le mandibule. Et le C, non. Pour dire, je comprime. Je lis le masque, le plus fort possible. Après, je vais aller sur Vous connaissez les composants d'hier? Un bavure doit contenir tout ça. Pour que ça soit efficace, vous m'entendez au fond? Pour que ça soit efficace, il doit contenir toute cette partie. Ça, c'est quoi? Le masque. Et ça, c'est quoi? Le ballon. Le ballon. Ça, le réservoir qui concentre l'oxygène. C'est un réservoir qui concentre l'oxygène. Ça ne peut pas travailler avec un oxygène à 100% si je n'ai pas ça. Il se perd assez souvent. Il y a la partie de le truc. Ok? L'oxygène, il arrive par le petit truc ici et il se concentre. Donc, on a du 100% d'oxygène et j'insuffle. On l'appelle quoi? Là. Réanima, iPhone. C'est le nom commercial. Ça, on peut non commercial. C'est le bas-vu. Bas-vu. Ballon. Auto-remplisseur. Quand je lâche, il se remplit tout seul. Auto-remplisseur à valve unidirectionnelle. Si vous voyez là, à la valve. Quand je comprime, elle s'ouvre, l'oxygène il sort vers le malade. Quand je relâche, elle se ferme pour ne pas récupérer le CO2 du malade. Ok? Ça vous va? Unidirectionnel. Yalla, allez-y. Le malade il est en train de mourir. Attends. Il y a peut-être un petit détail c'est qu'en général, quand on nous appelle, vous avez l'impression soit qu'il a vomi, soit qu'il a la mousse, donc il va falloir aspirer ce qu'il y a dans. Alors, il n'y a pas de souci si on ventile sans s'aspirer. Voilà, il y a l'autre point, parce que là, vous avez
c'est-à-dire il y a déjà un hyperextension en subluxation. Par contre, ce mouvement de subluxation de la mandibule, il est médical et ça s'apprend. Alors, sur subluxer la mandibule pour libérer les voies aériennes, c'est le geste pour moi le plus important. Si vous avez ça, vous n'avez pas à subluxer. Exactement. Et vous devez avoir ça. Vous devez avoir ça. Pas de subluxation. Ça fait pas d'hyperextension, pas de subluxation. Ça. Si vous n'avez pas ça, hyperextension, subluxation, vous comprimez ici. Ok. Avant d'insuffler, il faut poser la canne. Il faut poser la canne. On va voir pourquoi. Il faut l'enlever. C'est la gestion des voies aériennes. Vas-y. Vas-y, Mas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 27, 7, 8, 9. Patient adulte. Si le patient est un enfant, appuyez sur le bouton destiné au patient enfant. Appliquez les électrodes comme indiqué sur les illustrations. Alors, il te dit d'appliquer les électrodes. Appliquez les électrodes comme indiqué sur les illustrations. Appuyez fermement les électrodes sur la peau. Appliquez les électrodes comme indiqué sur les illustrations. Appliquez les électrodes comme indiqué sur les illustrations. Ne pas toucher le patient. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne pas toucher le patient. Analyse du rythme cardiaque en cours. Aucun choc conseillé. Commencez la RCP. Non, choc non conseillé. Commencez la RCP. Et la Mkhtar garde le masque. 10, Ah, tu le gardes, même si tu le gardes sur la 20, Non, ne pensez pas. Lève, tu gardes. Lève, tu le gardes. 30. Réalisez 2 insufflations. Là-bas, tu montes 2. Mais il connaît 12. Pourquoi on le garde si on ne suffit pas? 10, 20, 30. Réalisez 2 insufflations. رشيد إلا عييتي شو سكتي؟ لا؟ عيط شي واحد. عيط شي واحد. عيط 10, 20, 30. Réalisez 2 insufflations. يلا شكون يعاون؟ شكون يعاون؟ اجي عاون. Alors, il vous allez 10, C'est le moment des insufflations qu'on peut switcher. Il ne faut pas 20. arrêter le massage. Voilà. Jamais arrêter un massage quand on vient de démarrer. 30. Réalisez 2 insufflations. 10, 20, 30. Réalisez 2 insufflations. Arrêtez la RCP. Ne pas toucher le patient. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne pas toucher le patient. Analyse du rythme cardiaque en cours. Aucun choc conseillé. Commencez la RCP. بارك عليك. C'est quoi le Alors, qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? Il y a un petit point aussi que j'ai remarqué, c'est-à-dire quand vous faites une Là, on va insufflation, discuter. théoriquement, on devrait voir l'ampliation thoracique. Parce Ça, il que le lui, fait pas. il ne va pas juger est-ce que tu insuffles bien ou pas. Par contre, c'est un médecin qui voit l'ampliation thoracique. S'il y a une fuite Oui, vous avez tout à fait c'est raison. ça la réussite des massages. Par contre, pour les massages, il y a aussi maintenant des devices, parce que j'avais co-animé un atelier à Bordeaux. Il y avait des devices maintenant que tu appliques sur le dessous du patient, sur le dos de la main, et qui te dit est-ce que ton massage est efficace ou pas. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas efficace dans le massage, et maintenant avec l'IA, il te détecte uniquement les bougies que vous n'êtes pas efficace dans votre massage. Donc, c'est juste. Alors, plus important et plus
c'est l'intérêt du plan dur. On le met sur le dos pour optimiser la pression du massage. Deuxième chose qu'on a oublié de faire, on devait donner de l'adrénaline au cœur. C'est très basique, c'est très simple, c'est très codifié. Choc non conseillé, c'est une asystolie. Je ventile, je masse et je donne de l'adrénaline toutes les 3 à 5 minutes. Ça fait? Très bien, merci. Mais il suffit de mettre On peut le faire. Ça ne se fait pas sur ce sport. Pour des soucis d'organisation. Ok. Oui. Qui ont déjà un rythme choquable. Alors, les malades qui ont un rythme choquable, on va les intuber après l'échec du premier choc. Si le premier choc ne marche pas, on va les intuber. Généralement, les rythmes choquables, une fois on les choque, si on récupère rapidement, ça peut récupérer du premier choc. Et le malade, il peut reprendre son état de conscience après le premier choc. Mais si échec après le premier choc, il est toujours en arrêt cardiaque, donc ça, on pense à intuber le malade ou là à ventiler avec un masque laryngé. C'était quoi la question exiliée tout à l'heure? Après. Hein? Ah oui, pourquoi laisser... Alors, très bien. Alors, le massage cardiaque, comment il marche? Comment le massage cardiaque marche? C'est mécanique, on appuie sur le sternum, on appuie sur le cœur pour relancer. Très bien. Alors, pour mieux expliquer, on ne va pas appuyer sur le cœur. En appuyant sur le sternum, qu'est-ce qu'on fait? C'est un jeu de pression. C'est un jeu de pression. Très bien. On appuie sur le sternum. En appuyant sur le sternum, qu'est-ce qui se passe pour le diamètre du thorax? Sternum. Est-ce qu'on peut afficher, s'il te plaît, le... Merci. Ah, c'est le cœur. Très bien. En appuyant ici, le diamètre antéro-postérieur du thorax, il va se rétrécir et la pression intrathoracique, elle va augmenter. Quand elle augmente, bien sûr, il y aura une pression sur les cavités cardiaques qui va aider à éjecter le sang. Éjection. Le cerveau principalement et les autres organes. À de l'éjection, ça se fait au moment de la compression. Qui mime en fait, qu'est-ce qu'elle mime la compression? La systole. On relâche. Quand on relâche, c'est la décompression. La décompression. Qu'est-ce qui va se passer à cette pression? Elle va diminuer. Et donc, quand elle va diminuer, elle va se négativer par rapport à ce qui se passe à l'extérieur et elle va aspirer, va aider à aspirer le sang. Et c'est là où le cœur va se remplir. Le remplissage, c'est la diastole. Cette pression qui va se négativer, elle va aspirer le sang. C'est le cœur qui en profite, mais les poumons aussi. Ils vont se détendre et ils vont aspirer de l'air, de la trachée. Et donc, il y aura toujours de l'oxygène qui va rentrer. À petite quantité, pas comme si je ventile le malade, mais ce n'est pas nul, ce n'est pas égal à zéro. Okay? C'est pour ça qu'on applique toujours le masque et on ne ventile que quand on arrête le massage cardiaque. 30 compressions, 2 insufflations. OK? Très bien. Ça vous va? Qui voudrait faire un exercice? الله يحفظك شي حنا ما بغيناش لا فري في ديريكت. Oui, c'est ça. Oui. Alors, pour le DAE,
On ne parle pas d'énergie. Il est automatique, il suffit d'appuyer sur le bouton. Si on a le grand défibrillateur mécanique, on va commencer, si c'est des détails, mais s'il est biphasique, s'il est biphasique, généralement c'est ce qui existe là-bas, les plus récents, on commence de 200 kJ, 200 ou tatan. Ok? Très bien. Tu vas appeler? Il y a l'appel à l'aide. Qui va aider? لا عداز مسكين عداز ما شفتيش اش طرا لها استاذ Patient adulte. Si le patient est un enfant, appuyez sur le bouton destiné au patient enfant. Appliquez les électrodes comme indiqué sur les illustrations. Appliquez les électrodes comme indiqué sur les illustrations. Appuyez fermement les électrodes sur ne pas toucher le patient. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne pas toucher le patient. Analyse du rythme cardiaque en cours. Choc conseillé. Ne pas toucher le patient. Tout le monde s'écarte. Appuyez sur le bouton clignotant choc. Appuyez sur le bouton choc maintenant. Choc fourni. Commencez la RCP. « 10. 20. 30. Réalisez 2 insufflations. 10. 20. 30. Réalisez 2 insufflations. 10. 20. 30. Réalisez 2 insufflations. 10. 20. 30. عاش بزاف بارك عليك. Très bien. Alors, la question que vous avez posée, on va la détailler pendant Airway. Alors, pour les gens qui étaient là depuis le début, باقي ما بديناش ABCD, vous vous rappelez? ياك؟ حنا باقيين في arrêt cardiaque. On a dit première chose à faire quand un malade ne va pas bien, éliminer un arrêt cardiaque. Si arrêt il y a, commencez l'arrêt RCP, c'est ce qu'on vient de faire. Vous avez des questions sur cette partie? Je pense que l'arrêt cardiaque, c'est la situation la plus catastrophique. Oui. Vous avez en général 2 situations. Théoriquement, le néphrologue est supposé être sur place. C'est la règle, c'est la norme des centres de dialyse. À ce moment-là, ça ne pose pas de problème. Vous êtes avisé et donc vous commencez votre traitement, il n'y a pas de souci. Que le patient récupère ou ne récupère pas, bref, la réanimation, il faut la faire. Même sur le plan médico-légal, ça ne pose pas de problème. D'accord ? L'essentiel, vous êtes jugé sur votre présence et vous êtes jugé avec le, même si c'est-à-dire la famille porte plainte, je parle de cas médico-légal. À ce moment-là, vous êtes jugé sur les moyens mis à disposition. Est-ce que vous avez fait votre réanimation? Est-ce que vous avez votre défibrillateur? Est-ce que tout a été fait? Ça, c'est la norme. La toute problématique, c'est que quand on vous appelle le matin, au branchement du 6 heures, le patient n'est pas là, le médecin n'est pas là, l'infirmier reçoit le patient en OAP, pour lui, c'est de la surcharge, mais le patient est en train de faire un infarctus. Dès que le branche, il décompense, il fait l'arrêt. Il vous appelle, à ce moment-là, c'est plus dramatique et c'est catastrophique. Et on le voit. Donc, c'est pour ça que j'appelle sur le respect. Moi, je veille essentiellement sur l'application de la loi. D'accord ?
c'est la présence de néphrologue du branchement jusqu'au débranchement des séances de dialyse, pour éviter les poursuites judiciaires. Maintenant, et l'apprentissage des premiers gestes de secours, et à ce moment-là, on fait le travail de néphrologue. Parce que le problème, qu'est-ce qui arrive? La situation est dramatique. Hein. Le patient, il vient parfois en voiture. Hein. Attention, il stationne. Il s'arrête, il est branché et il fait son arrêt cardiaque dans la séance de dialyse. Oui. Et vous êtes appelé pour cette situation à gérer. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas les malades cancéreux déjà, OK, vous attendez un jour qu'il va faire l'arrêt cardiaque, la famille est préparée et tout le monde est préparé. C'est des situations qui sont réelles, qui sont catastrophiques, qui sont dramatiques et on est appelé souvent pour ça et mes collègues nous appellent pour ça. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir prévenir. Alors, la prévention passe aussi par ce qu'on appelle le chariot d'urgence. Il est obligatoire. Si vous me permettez, on peut la laisser à la fin de l'atelier. Là, il faut en parler, bien sûr. Là, ah oui. Ah oui, il est là. On peut la laisser. Bien sûr, c'est des... J'aimerais bien savoir... Vaut mieux prévenir que guérir, on le dit très bien. Et prévenir, c'est la formation, c'est l'anticipation, c'est la préparation, c'est le chariot d'urgence qui doit être pris. On va en parler après. Très bien. Pas de questions? OK. Alors... Première lettre des ABCDE, c'est le A, Airway. Alors, pourquoi Airway? Quel est l'intérêt de gérer les voies aériennes? C'est de libérer, assurer la ventilation, pas l'oxygénation. Assurer que le malade ventile, donc il inspire et il expire correctement. Quelles sont les situations où les voies aériennes peuvent être à risque? Dentier chez un malade conscient, ce n'est pas un risque. Mais c'est un malade inconscient. Donc déjà, le malade, quand il perd connaissance, c'est la situation la plus fréquente où on doit gérer les voies aériennes. Quelle est l'autre situation où les voies aériennes, il y a un problème? Qui vomit alors qu'il est couché. Oui, vous l'avez bien dit, chute tensionnelle, qui dit chute tensionnelle, dit malade qui n'est pas à 100% conscient. Oui, très bien. Très bien. Quoi d'autre? Corps étranger. Oui. Oui. OK. Quoi d'autre? L'œdème par allergie, l'anaphylaxie. Qui a déjà eu une réaction anaphylactique pendant une dialyse? Oui, oui, très bien. Très bien. C'est assez fréquent chez vous? Pas très fréquent. Oui. Très bien. Il y en avait à un certain moment, on utilisait le fer à base d'extrait de fer. Pour les plus commercialisés. Avant, les gens ramenaient de la Belgique de fer carré, des choses comme ça. Et donnaient des chocs anaphylactiques, c'était écrit dans la littérature. Tout le monde avait un choc anaphylactique Très bien. Post-transfusion aussi, oui, très bien. Merci, merci bien. Alors, plus simple, quand vous avez un malade qui ne va pas bien, comment dire que ses voies aériennes sont libres? Il suffit qu'il fasse une chose. Avant de l'opiation, plus simple. Il parle. Un malade qui vous parle, qui vous répond, même s'il ne va pas bien, mais il vous répond. Vous lui dites tu es où, qu'est-ce qui se passe? Il vous répond. C'est un malade dont les voies aériennes sont libres. À part ça, si vous avez un malade qui est inconscient, vous voulez vérifier les voies aériennes, il va falloir voir comment il respire. Est-ce que ses mouvements respiratoires sont normaux? Est-ce qu'il respire difficilement? S'il tousse, je peux suspecter un problème, parce qu'un malade qui est inconscient, qui tousse, peut-être qu'il est en train d'inhaler, et ses voies aériennes déclenchent des réflexes de toux. Donc ça, c'est des choses à gérer. Comment gérer justement les voies aériennes? Comment vous pouvez le gérer? Et vous en avez parlé tout à l'heure. Alors, si j'ai un malade qui est inconscient, la solution idéale, c'est la canule de Guedel. La canule, bien sûr, il existe sous différentes tailles. Comment on va décider de la taille? Il est préférable d'avoir plusieurs tailles à disponibilité. Il est préférable de les avoir. Comment vous faites pour la sonde nasogastrique? C'est qu'on mesure.
Ça, pour la canule, on va mesurer de la commissure vers l'angle mandibulaire. Et je vois si c'est suffisant. La position finale d'elle, elle vient pour... Quel est le risque chez un malade inconscient? Qu'est-ce qui fait qu'il a les voies aériennes obstruées? La chute de la base de la langue. Donc je dois caler la langue par la canule de Guedel. Je la mets. Et quand elle rentre, elle va dégager la langue et laisser le malade un conduit par lequel il va respirer. OK? De 1. Et elle me permet aussi d'aspirer à travers la canule. Je peux aspirer s'il y a des sécrétions, des vomissements, je peux les aspirer. OK? Non. Une fois elle est mise, ça dégage les voies aériennes, elle peut rester. Okay. Alors le malade, s'il reprend conscience, par exemple c'était juste une hypoglycémie, vous resucrez, il reprend conscience, il va la jeter lui-même, il va la dégager. Par la langue, il va la pousser parce que ça dérange. Un malade qui est conscient, il ne peut jamais tolérer une canule de Guedel. Okay. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme geste? Aspirer. Aspirer. Donc aspiration orotrachiale. Si vous avez une aspiration chirurgicale, c'est l'idéal, murale, plutôt murale, sinon une chirurgicale qui est conseillée aussi dans le centre de dialyse, à l'aspirateur. Aspirateur mobile, il est suffisant. Il est suffisant. Mon aspirateur, oui. Un aspirateur mobile, c'est suffisant. Aspiration. Qu'est-ce que l'on peut faire d'autre? Hyperextension de la tête. Alors classiquement, mais ça c'est en dehors du contexte d'hémodialyse, on dit qu'il ne faut pas faire d'hyperextension si on a une suspicion de traumatisme du rachis cervical. Et il faut... Oui, justement, ça, avec l'âge, il faut faire attention. Oui. On peut casser des côtes, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Autant... Oui, c'est clair. Très bien. Donc, hyperextension de la tête, c'est ce mouvement-là. Ce qui se passe, c'est que la base de la langue chute. Quand je fais ce mouvement-là, la langue elle est dégagée vers l'avant automatiquement. J'ai un conduit par lequel le malade il peut respirer. Je peux faire de la subluxation de la mandibule. Ce n'est pas une luxation, c'est une subluxation. C'est-à-dire quand je relâche la mandibule, elle reprend sa position initiale en faisant une pression derrière les ongles. Ça fait mal quand vous le faites. Je comprime pour faire un mouvement vers l'avant de la mandibule. C'est le mouvement que vous avez fait. C'est ça la subluxation de la mandibule. Et bien sûr, la canule de Guedel. Avec toutes les autres mesures de secourisme, desserrer les cravates, les ceintures, pour laisser permettre une bonne respiration pour le malade. Alors, voies aériennes contrôlées, on va passer au breathing. C'est la respiration. Qu'est-ce qu'on va évaluer? Oui. Juste pour confirmer. Qu'est-ce qu'on évalue à l'état respiratoire? Très bien, la fréquence respiratoire. Et les problématiques à partir de quel chiffre? À 14, c'est normal. Elle ne doit pas être moins de 10. Elle ne doit pas être plus de 30, 0,24, 30 bzaf. 30 bzaf. OK? Déjà là, on a un problème. Qu'est-ce qu'on évalue d'autre? La saturation. À partir de quel chiffre on va s'alarmer? Moins de 90, c'est alarmant, oui. Mais on s'inquiète à partir de quel chiffre? À partir de quel chiffre on va dire que le malade il désature? 95. Allez. Vous êtes courageux, hein? Si vous attendez 90, vous êtes courageux. À 95, c'est pas bien. Moins de 95, c'est pas bien. Bien sûr, il y a des malades qui peuvent, c'est des surcharges qui vont répondre rapidement quand vous les branchez à la dialyse, oxygène,
une fois vous branchez, il est soulagé de cette surcharge, il va récupérer, oui, mais il faut faire attention à ce genre de mal. Très bien. Qu'est-ce qu'on évalue d'autre? Comment dire que le malade ne respire pas bien? Le tirage, les signes de lutte respiratoire. Les signes de lutte respiratoire, les tirages au-dessus du sternum, entre les côtes, sous le xiphoïde. Ça, c'est des signes de lutte respiratoire qui disent que le malade il est en train d'utiliser ses muscles accessoires et donc il y a un problème respiratoire sous-jacent. Qu'est-ce qu'on va évaluer d'autre? Le premier signe qui apparaît, la cyanose, très bien. Alors, l'auscultation, on va chercher quoi? L'auscultation pleuropulmonaire. Quels sont les râles qui sont plus fréquents chez vous? Les crépitants, en rapport avec un OAP. Quels sont les deuxièmes râles qu'on peut trouver? Les sibilants, qui peuvent être secondaires à quoi? Donc, soit un asthmatique qui décompose, mais aussi l'anaphylaxie. L'anaphylaxie qui donne une bronchoconstriction, qui mime le tableau de l'asthmatique. OK? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire comme geste initial? Oxygénation. Vous connaissez les interfaces d'oxygénation. Donc, il y a des lunettes, il y a des masques faciales et il y a le masque à haute concentration. Vous démarrez avec quelle interface? Masque à haute concentration, sans discussion. Démarrez avec masque à haute concentration. Ne cherchez pas les lunettes, est-ce qu'il a besoin de ça, il a besoin de... Non, je mets le masque à haute concentration, 15 litres, et après je peux réfléchir, est-ce que je diminue, est-ce que... Non, ça fait? Initialement, c'est le masque à haute concentration. Deuxième chose. Proposé. Hein? Là, j'ai un traitement de l'étiologie, oui. Deux réflexes devant une détresse respiratoire. C'est quelque chose que le malade fait inconsciemment. Comment ils sont les malades? Oui, position. Comment ils sont les malades qui sont en OAP? Ils sont orthopniques, ils sont assis. Donc je mets le malade en position demi-assise. Pourquoi cette position? Comment on soulage la respiration? شي حاجة أخرى qui descend vers le bas. هي راه فيها descendre vers le bas. Hein? Alors, quand on est, surtout les gens avec un grand ventre, quand on est sur le dos, les organes abdominaux qui font, ils reviennent, qui et ils sont en train de gêner la course diaphragmatique. Donc, quand on est en position verticale, ils descendent et le diaphragme il a plus de liberté pour bouger, pour mieux respirer. Donc, c'est pour ça qu'on vise cette position chez les malades en trouble de conscience. Alors, c'est optionnel, mais il faut le savoir parce que c'est quelque chose de très simple à utiliser. On parle, c'est les réanimateurs qui le font habituellement, mais si vous pouvez l'avoir, c'est une solution miracle pour les OAP. Vous pouvez le brancher pendant la dialyse, ce qu'on appelle la CPAP. La CPAP, c'est une pression positive continue au niveau des voies aériennes. C'est des interfaces qui sont très simples. Ça ressemble au masque du bas-vu. On l'applique, mais fait un dispositif qui me permet de générer une pression. Je le branche vers l'oxygène, je le branche avec la source d'oxygène et je règle la pression. Quand je mets une pression positive à un malade qui est en OAP, ça me permet de chasser de l'eau qui gêne la respiration des alvéoles vers le secteur vasculaire, à de la pression. Et donc, si je peux l'avoir pour le mettre chez un malade, autant le faire. Ça aide surtout dans le cadre de l'OAP, pas de l'asthme ou quoi que ce soit.
Le Covid, c'est devenu très célèbre, la CPAP et la VNI. Ça fait partie de la VNI, ce qu'on appelle la VNI. Ok? C'est quelque chose que les urgentistes peuvent faire en pré-hospitalier. Et donc, autant dans un centre de dialyse, pourquoi pas? Pourquoi pas pour un malade en OAP? Ça évite d'avoir un respirateur, ça évite d'avoir le grand matériel. Il y a aussi des centres, des unités de dialyse en réanimation où les néphrologues est à gérer des situations comme ça. Oui. Bon, si le réanimateur est là et se présente, c'est bon. Sinon, si vous intubez votre patient, n'oubliez pas de mettre ce pipe. Donc, au début, pour faciliter un peu la ventilation. Pour la position du assise, effectivement, quand on reçoit un patient en OAP, c'est classique. Par contre, quand on vous appelle un patient en détresse à laquelle on dialyse, n'oubliez jamais de l'air. Auquel cas, ce n'est pas cette position qui va beaucoup nous soulager, c'est beaucoup plus train de Limbourg pour soulager un peu l'embolie gazeuse. Donc, en dialyse, ça c'est spécifique dialyse. Oui, quand on reçoit un patient, bien sûr, c'est la surcharge hémodynamique, mais en dialyse, bien qu'on a le détecteur d'air, bien on a souvent et de temps en temps des choses, par défaut de cathéter ou des erreurs techniques. Le train de Limbourg, un malade qui est en détresse respiratoire, il ne peut jamais le tolérer. Oui, en général, quand on il faut faire attention. Là, je suis d'accord avec toi. Pour l'embolie gazeuse, c'est la position idéale. C'est-à-dire des situations très délicates à gérer. Oui. Et on en a aussi à gérer des choses comme ça, par des erreurs techniques, où vous recevez un patient en embolie gazeuse, en per-dialyse, alors qu'elle était bien au début, par des erreurs de manipulation. Très bien. Oui. Oui, alors s'il a... Là, chauffe. Hadi, ça va dépendre de la tolérance du malade. Ça dépend. Il y a des malades qui la tolèrent. Il y a des malades qui la tolèrent pas. Si le malade ne tolère pas ça, c'est qu'il faut penser à aller vers l'intubation, vers des solutions plus invasives. S'il ne tolère pas ça, et si on en a besoin, il ne la tolère pas. Parce que si je le mets sous masque à haute concentration et la saturation elle augmente et j'ai l'impression que le malade il est bien, je le laisse comme ça, il n'y a pas de problème. Je le dérange pas avec ça. Mais si elle est en OAP, que ça crépite au sommet, ça va beaucoup l'aider la CPAP. Ça va beaucoup l'aider. Ok. C'est vrai que le fait que ça serre sur le visage, ça dérange les malades et ça les gêne. Surtout si tu as un malade qui est claustrophobe, ça le gêne beaucoup. Ok. Ça vous va? Là. Alors ça, c'est juste un masque. C'est juste un masque qu'on va lier. C'est très simple à utiliser. On le lie au barboteur d'oxygène. Avec le masque. Là, plus. Parce que là, on a un problème, c'est que la majorité des centres n'ont que des extracteurs. Des extracteurs, oui. On n'a pas des bouteilles d'oxygène. C'est pas faisable. En pratique, ça peut poser des problèmes. Oui, c'est pas réalisable. Merci pour votre retour. Pour le générateur d'oxygène, pour les extracteurs d'oxygène, en général, ce n'est pas du tout efficace. Donc, on parlera d'oxygène mural. Oui, effectivement, on peut donner l'oxygène qu'on veut. Une bouteille à oxygène, vous pouvez l'avoir. Oui, il vaut mieux l'avoir. Par exemple, moi, j'ai des bouteilles à oxygène. Il vaut mieux l'avoir. Il y a pas mal de centres. Les grandes bouteilles là qui font l'affaire. Oui, il y a pas mal de centres qui ont des générateurs, des extracteurs. Les extracteurs, ça ne donne pas un débit suffisant pour les masques. Ça ne dépasse pas 10 litres, bien qu'on vous dit 10 litres. Et même 10 litres, l'extracteur, ce n'est pas 10 litres. En général, quand j'ai mesuré, c'est 6-7, donc on n'arrive presque pas à... Vaut mieux avoir une bouteille. Si on peut l'avoir, vaut mieux l'avoir. Oui, vaut mieux l'avoir. D'ailleurs, les chariots d'urgence, en général, ils sont livrés avec des bouteilles d'oxygène, c'est-à-dire... Oui, des petites bouteilles. Des petites bouteilles avec la table de massage. Si on peut avoir les grandes bouteilles, ça aide beaucoup. C'est-à-dire pour répondre à l'urgence, je parle uniquement pour répondre à l'urgence. Très bien. Il suffit, mais pour la gestion après, parce qu'il va falloir la remplir. Là, pour un malade, il peut suffire. Pour gérer la situation de crise, oui. Très bien. Alors, les sibilants, bien sûr, qui dit sibilant dit besoin de bêta-2 mimétique, de nébulisation, et ça va dépendre de la cause. Soit c'est un asthmatique, soit c'est une anaphylaxie. OK? Alors, après le B, il y a le circulation. Qu'est-ce qu'on évalue? La pression artérielle, la fréquence cardiaque,
avant de monitorer le malade, si le moniteur il est loin par exemple, là, si ça ne marche pas, le pot carotidien ou le pot, surtout le pot radial. Le pot carotidien il sera toujours présent même en cas d'instabilité, on peut l'avoir, mais le pot radial il est plus sensible aux hypotensions. Pourquoi? Parce que si j'ai une hypotension, j'ai un bas débit et j'ai une vasoconstriction périphérique réflexe, le corps il ne répond pas à la vasoconstriction, c'est le pot radial qui va disparaître en premier. Je peux juger le pot quoi? Je peux juger le rythme, la fréquence, est-ce qu'il est rapide ou pas, et est-ce qu'il est battant ou pas, l'amplitude. S'il est filant, s'il est rapide, il y a un problème. S'il est filant, s'il est rapide, il y a un problème. Quand j'ai un pot qui est filant, automatiquement, je peux dire que la pression artérielle systolique elle est inférieure à 90. C'est-à-dire que le malade il est en collapsus. قبل ما نعبر la pression artérielle. Pour agir vite. OK? Alors, quels sont les est-ce que c'est fréquent les hypotensions chez vous? J'imagine. C'est fréquent. Et quels sont les malades qui en souffrent le plus? Les diabétiques, pourquoi? Parce qu'il y a la dysautonomie. Oui, et puis les cardiaques, les sujets cardiaques médicamentés, les sujets âgés. Donc, quoi d'autre? Les patients en sepsis qui vont décompenser par le branchement. Quoi d'autre? Ils mangent beaucoup pendant la séance. D'accord. Oui. Parfois, c'est la technique de dialyse que j'utilise. Soit c'est un excès, soit c'est rapide, c'est ça. Très bien. Qu'est-ce que vous faites d'habitude dans ce cas? C'est le remplissage. Donc, remplissage. Il y a que tout le monde remplit. On va arrêter l'ultrafiltration. Diminuer le débit. Position déclive, dans ce cas, il va aider. La position Trendelenburg. Elle peut vous éviter des remplissages excessifs pour le malade, vous savez. Une position Trendelenburg, c'est l'équivalent de 700 ml de volume. Les lits de dialyse ou les fauteuils de dialyse sont dotés en général d'une seule manœuvre pour basculer rapidement, et c'est l'équivalent de 500 cc de salé. Exact. Donc, dans le cadre de la formation continue de votre personnel, essayez de leur dire, avant de remplir, de mettre cette position qui est en général souvent suffisante à se rétablir, surtout pour les diabétiques qui ont souvent une vasoplégie transitoire. Hein. Ils passent de 12 à 8 et après au bout de quelques minutes, ça récupère. Après, ils récupèrent. Très bien, merci. Oui, c'est recommandé de diminuer la température du dialysat. Ça va donner une vasoconstriction qui va permettre d'augmenter le retour veineux. Très bien. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre dans des centres de dialyse? Est-ce que vous avez de la noradrénaline? Vous avez de la noradrénaline? Vous avez des seringues autopousseuses? Oui. Qui en a? C'est rare. Voilà, c'est ce que je veux leur dire. Dans la machine en général, de dialyse, la machine de dialyse, bien, vous avez la seringue à héparine, et théoriquement qu'on peut utiliser comme seringue autopousseuse si vous avez besoin d'un monitoring hémodynamique. La seule problématique, c'est que le branchement doit être à part ou doit être après la veine, théoriquement, parce que quand on passe la NORA avant, théoriquement, il est dialysé à 50%, vous en perdez la moitié dans le module avant d'arriver au patient. C'est rare, en fait. Les hypotensions en dialyse, c'est souvent hémodynamique. Parfois, c'est de la vasoplégie. C'est les malades qui sont sceptiques. Et à ce moment-là, on a besoin d'un fond de NORA, effectivement, pour pouvoir continuer la dialyse, pour pouvoir J'ai demandé juste pour savoir, est-ce qu'on peut détailler, par exemple, comment les utiliser? Vous savez comment utiliser la NORA? Par exemple, moi, j'ai la seringue autopousseuse, la NORA, on la manipule, mais il y a quelques centres. Ça dépend de... Très bien. Tout en sachant que tous vos centres sont des centres lourds. Parce qu'en France, on a des typologies de centres, mais chez nous, au Maroc, vous avez automatiquement 1, 2 ou 3 malades qui sont lourds et par conséquent, c'est des centres lourds. Oui. Donc, on est censé à gérer ces types de patients. Excellent, ça me va. Alors, noradrénaline, comment on peut l'utiliser?
2, 1 à 2. Excellent, très bien. Très bien. Alors la dilution, elle va influencer la vitesse d'injection. OK? Si je mets la classique, c'est qu'on met 3 ampoules dans 48 de volume. Mais dans ce cas-là, la vitesse, elle est moindre. Et cette dilution-là, elle nécessite un cathéter central, parce qu'elle est très concentrée. On peut faire une ampoule. On peut faire une solution qui est plus efficace, parce qu'on peut viser des vitesses qui sont élevées et qui est plus économique pour vous. Vous n'allez pas utiliser beaucoup de noradrénaline, mais je peux utiliser une ampoule. Mais comment je vais la faire? Je vais viser une dilution de ce qu'on appelle 16 gamma. 16 gamma. Qui est dans le jargon Baby Nora. Je ne sais pas si vous connaissez des réanimateurs, vous dites Baby Nora, ils vont vous dire c'est quoi. Baby Nora, c'est une petite dose. 16 gamma, c'est très petit. Okay? On va prendre une ampoule, on va la mettre dans 500 ml, pochette de G5. OK? Et je vais remplir les seringues d'Yali avec la pochette. OK? Et là, je peux viser des vitesses qui sont plus importantes. Pourquoi c'est important d'avoir des vitesses élevées? Pour avoir un délai d'action qui est court. Elle va agir plus vite qu'une vitesse. Elle a une vitesse 20, vitesse 30. Mais s'il y a vitesse 1, 2, 3, اللي نقدر ندير في هذه. Et cette Baby Nora, puisqu'elle est très diluée, je peux la mettre sur une voie veineuse périphérique. OK? Ça vous va? Là, tu peux démarrer avec une vitesse de 10, de 20, il n'y a pas de problème. Et tu peux augmenter rapidement en surveillant la pression artérielle. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'on vise quelle PAM. Parce que là, ce qui est important, c'est la PAM. 65. Supérieur ou égal à 65. Et on veut ultrafiltrer et on est amené à aider avec de la noradré. Oui. Et maintenant, passer 500 ml alors qu'on a à ultrafiltrer par exemple 1 là, litre. tu vas pas passer Hadi Kamla. D'accord. Hadi pour diluer. Et on prend. Tu prends ce qu'il te faut. Tu prends 10 cc, comme tu peux prendre 50 cc. D'accord. Que tu vas mettre sur la seringue et tu vas la faire passer par seringue autopousseuse. Par la technique qu'il nous a dit. OK? Très bien. Alors, et si vous terminez votre séance, vous pouvez la faire passer par le cathéter de dialyse. Vous pouvez la brancher sur le cathéter de dialyse. Il a sali si la séance direct. Alors, je ne sais pas, il va se faire dialyser, je pensais que... La dialysance aussi bien de la noradrénaline que de l'adrénaline, c'est de 50%. C'est-à-dire, en général, avec la réanimateur, avant de commencer la dialyse, on leur dit qu'il va falloir doubler la dose pendant qu'on dialyse et revenir à la dose initiale juste après branchement. Mais c'est classique. La moitié est donc on peut la mettre sur le... C'est publié dans la pharmacie. On peut la mettre sur le... Si on la met au bout avec c'est-à-dire sur la branche artérielle, on sait uniquement qu'il est dialysable à 50%. Donc la moitié, le patient va la recevoir. Donc on vise le double de la dose. Merci. Merci. La veine, il vaut mieux prendre une veine. Voie veineuse, oui. Oui. Là, le Baby Nora parce que c'est très dilué. Oui. Oui, oui, oui. Oui, exact. L'autre dilution, on peut l'utiliser. On peut la mettre. Exact, exact. Alors, oui. On peut le procurer de la pharmacie. Parce que je ne crois pas qu'on arrive à le vendre à la pharmacie. Est-ce que les collègues, on peut avoir la noradrénaline ou la nadrénaline? Parce que c'est un produit hospitalier. Les pharmaciens, ils ne veulent pas le livrer. Je ne sais pas, est-ce qu'il est vendable à la pharmacie ou non. On est en train de parler de noradré et adré alors qu'on ne peut pas s'en procurer.
Parce qu'on a essayé Bonne de intervention. l'avoir. Bonne intervention. On le commande, votre pharmacien vous le commande pour la clinique. Vous êtes une clinique. Hein. Les centres de dialyse sont assimilés à des cliniques. Et donc, dans les normes réglementaires, c'est des cliniques. Donc, vous faites un bon de commande au pharmacien, il vous ramène de l'endroit, tout ce que vous voulez, parce que vous êtes une clinique comme les autres. Donc, il n'y a pas de... Le problème, c'est qu'en général, souvent, il est périmé, mais on n'a pas le choix. Voilà, c'est des grosses quantités, aussi bien de la dopamine, la noradrénaline, l'adrénaline, mais c'est des médicaments utiles, d'urgence, on en a besoin, on l'utilise rarement, mais voilà, il va falloir Ça que ça répond à existe. votre question. Merci. C'est un bon co-animateur. Merci beaucoup. J'ai animé pas mal d'urgences en hémodialyse. Votre expérience. J'ai passé 3 ans en réa polyvalente, donc je suis un réanimateur avorté. Ça se voit, ça donc se voit. Avorté. Non, pas avorté. Donc, voilà, c'est... Ah, Salma est là. Ah, tabarakallah. Très bien. On parle anaphylaxie. Ça vous va? Oui. Qu'en est-il de l'éphédrine? L'éphédrine, c'est une bonne solution si vous voulez faire augmenter la tension rapidement, si la cause elle est transitoire, parce qu'on ne peut pas la mettre d'une façon continue. Et elle a un effet bolus. C'est des bolus de 3 mg, c'est ça? C'est des bolus de 3 mg qu'on peut répéter toutes les 2-3 minutes en contrôlant la pression artérielle. L'inconvénient FIHA, c'est qu'elle va augmenter la fréquence cardiaque davantage. Et cette tachycardie, elle peut être délétère chez des malades IRC avec HVG. Dans les coronaires, elles vont souffrir, le myocarde il va souffrir de cette tachycardie. C'est pour ça qu'on n'aime pas trop l'utiliser. Mais si vous n'avez que de l'éphédrine et que le malade il vous fait une hypotension que vous savez que c'est transitoire, après le branchement, vous pouvez donner un bolus d'éphédrine, il n'y a pas de problème. Alors, anaphylaxie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire devant une anaphylaxie? Qui a déjà eu à gérer une anaphylaxie? À part vous. Donc on avait eu à gérer une anaphylaxie secondaire à une perfusion de fer. Oui. Donc là, ce que j'avais fait, c'est arrêter déjà la perfusion de fer. Très, très bien. Et les corticoïdes, on avait donné du Solimédrol. OK. Et puis par la suite, comme il y avait des sibilants avec une chute tensionnelle qui a persisté, donc on avait donné des bolus d'adrénaline, parce que je n'avais que l'adrénaline. Oui, j'avais dilué le 1 mg donc de l'ampoule dans 10 cc de sérum salé, et j'avais donné des bolus de 0,1. Donc au bout de 3,01, donc la tension artérielle s'est stabilisée à 11 chez ce patient. Et tout est rentré dans l'ordre. Et depuis, on a encore un problème avec... C'est une patiente chez qui on ne peut plus donner du fer et qui a donc une carence en fer. Et donc, on nous refuse... comme elle est knopiste, on nous refuse le remboursement ou la prescription de l'érythropoïétine. Donc, voilà, et elle a été vue par un allergologue? Elle a été vue par un allergo? Non, on n'a pas encore eu l'avis. Parce que c'est relativement récent. Quelle est la composante qui a été c'est le fermètre, c'est le sucrose, le gluconate de... C'est beaucoup moins d'allergie par rapport aux extraits de fer. Mais c'est quelque chose aussi qui est réel. C'est pour ça d'ailleurs. Il faut investiguer juste pour le voir problème, s'il y a un autre médicament, un autre fer qu'elle peut tolérer par exemple. On en passe beaucoup maintenant dans les centres de dialyse de fer. Le problème, c'est que dans les recommandations actuelles, effectivement, on en décrit pas mal de réactions allergiques qui peuvent arriver à l'anaphylaxie, même pour les gluconates de fer qui étaient parfaitement tolérés. Et c'est pour ça d'ailleurs que les dernières recommandations, c'est conseillé de garder le patient au moins 1 heure après la perfusion. Je ne sais pas pourquoi ils ont retenu 1 heure, mais c'est ce qu'il y a dans la recommandation, parce qu'il y a des effets allergiques. Des allergies retardées, oui. Ça peut Par apparaître contre, après. l'anaphylaxie, je rappelle uniquement à mes collègues, c'est quelque chose d'imprévisible. Le cas le plus simple, le plus tapon que j'ai vécu moi, c'est un donneur de greffe, donneur de rein. Et c'était un bloc central d'ailleurs. Khalid s'en rappelle bien, parmi les anciens. C'était plutôt une donneuse qui donnait à son frère, Fouzia, je me rappelle très bien d'elle, qui a fait un choc anaphylactique à l'induction.
Oui, ça c'est nous. Oui, c'était vous d'ailleurs. Idali était encore maître assistant. Et donc, on a passé trois jours au pavillon 17 pour que puisse rétablir une hémodynamique correcte. Et après, on a fait effectivement les réactions, les tests avec le professeur Mziane. Donc, on s'est avéré que c'est double anaphylaxie, aussi bien au bêta-lactamine, la rocéphine, parce que dans le temps, on donnait, et à l'induction, puis le produit d'induction, effectivement. Donc, les produits qui vont faire une anaphylaxie, ils sont multiples. Ça peut aller du fer, ça peut aller du circuit de dialyse aussi, des produits de transfusion et des antibiotiques aussi sont très incriminés. Alors, ce que vous avez décrit, c'est deux situations, deux anaphylaxies, mais qui diffèrent. L'une est plus grave que l'autre. Parce qu'une a séjourné en réanimation en 3 jours, l'autre, je pense qu'elle a quitté après le... Donc, ça dit qu'il y a des grades. Il y a des grades d'anaphylaxie. Vous les connaissez ? Alors, pour faire plus simple, grade 1. Grade 1, c'est la majorité des anaphylaxies. Urticaire, il commence à gratter, mais il respire bien, il n'y a pas de détresse vitale. Il respire bien, il est calme, il n'y a pas d'hypotension, il n'y a pas de tachycardie, il n'y a pas de stridor, il n'y a pas de gêne respiratoire. Grade 2, on a ces symptômes-là, mais ils vont disparaître rapidement, mais ils ne sont pas très sévères. Il peut avoir une petite gêne respiratoire, petite toux, et ça va disparaître rapidement. Grade 3, il y a de l'hypotension. On a de l'hypotension qui s'installe. Et grade 4, c'est l'arrêt cardiaque. هادو كاملين الشوك انافيلاكسيك سي هو اللي دابا الاولى غراد 3 مي كاملين سي انافيلاكسي سي ان سبيكتر ça va من grade 1 حتى grade 4. اما là il peut te faire grade 4 direct, il peut te faire grade 2, il peut te faire grade 3. Comme il peut évoluer, s'il te fait grade 1, il peut évoluer vers les grades 2, grade 3, grade 4. Donc on ne peut pas prédire l'évolution du malade. Okay. Pour faire plus simple, la prise en charge, c'est ce que vous avez décrit. On peut commencer par quoi? Arrêter le produit. Arrêter l'administration du produit. Il est toujours en cours d'administration. Sinon, si on a donné, le cas de l'induction, c'est des médicaments qui passent par bolus. Le curare, c'est 5 ml qui passent. C'est déjà passé, donc on ne peut rien arrêter. Quoi d'autre? On peut, avant cortico. L'adrénaline. L'adré, j'ai l'air, bien. Il a anaphylaxie égale adrénaline. Pas d'autres médicaments. Anaphylaxie égale adrénaline. L'adrénaline. Pas toutes les anaphylaxies on donne de l'adré. On va monitorer. Parce qu'on doit voir la pression artérielle du malade. On doit statuer quel grade. La saturation, pression artérielle, voir s'il y a une détresse qui s'installe. Adrénaline. On va le donner quand? في الوقت ولفت عليهم عجبوني ربيت عليهم الكبده انا عجبتهم بقاو ماشي بلا شارو. Adrénaline, on va la donner grade 2, 3 et 4. Grade 2, 3 et 4. OK? Grade 2, 3 et 4. قلنا grade 4 هو l'arrêt cardiaque. ساهل قلنا شحال؟ 1 ملغ. Grade 3, on a une hypotension, elle est là. La détresse respiratoire elle est plus prononcée. Il y a des sibilants, il y a un stridor important. On va diluer une ampoule seringue de 10, 0,1, 0,3 mg. 0,1, 0,2 si je veux donner par voie intraveineuse, 0,2, 0,3 si je donne par voie intramusculaire. OK? Bien sûr, il faut préparer le malade, lui dire qu'il va ressentir une tachycardie. C'est fixe عند كاع les malades. Une fois on donne l'adré, il y a de la tachycardie. هنا غنزيدو نقسموها على 10. هذيك لا سورانغ اللي درنا هنا خدينا اون امبول في 10 غناخذو منها 1 سي سي غنعاود نديروه في 10. هنا غنولي
تصريحه لا ما حتى هذه كدير تاكيكاردي هي راه عتقاتو مسكين ياك d'accord qu'est-ce qu'on peut associer d'autre à part adrénaline avant solumedrol علاش ما كنقول avant solumedrol غنخليو solumedrol هو الاخر pourquoi il n'agit pas tout de suite les corticoïdes ils ont 6 heures de délai d'action non antihistaminique كينفع في grade 1 هو اللي تقدر تعطي للمريض tu peux poser ça في grade 1 antihistaminique remplissage l'anaphylaxie qu'est-ce qu'elle fait elle fait qu'il y a une vasodilatation avec une hypovolémie relative on va remplir on va aider le malade donc remplissage qu'est-ce qu'on doit donner d'autre oxygène oxygénothérapie plus si le malade il sibyle nébulisation si j'ai des sibilants ce qui est assez fréquent nébulisation et enfin corticoïdes solumedrol on peut le donner par voie orale comme on peut le donner par voie intraveineuse c'est la même chose même efficacité ok corticoïdes pardon Solupred 3 comprimés ou la 80 mg de solumedrol en intraveineux ça vous va et donc ça c'est Maroc c'est l'astuce Maroc c'est bon on termine avec une seule notion pour faire le tour de la question est-ce que vous avez déjà eu à gérer une convulsion c'est affreux c'est pas joli à voir quel est le risque de la convulsion l'inhalation qui va survenir après parce qu'il y a une phase où le malade il est en train de convulser qu'est-ce que je peux faire dans cette phase je dois protéger le patient de l'environnement en ne touchant pas le patient et si je le touche et il se contracte مثلا شديت له يده la contracte il risque de se luxer ou là il se fracturer donc je le protège de son environnement oui parfois le patient convulse au moment de la dialyse oui et il y a un risque que les fistules que les ponctions que les aiguilles se détachent oui alors qu'est-ce que vous pouvez faire donc on immobilise le membre c'est risqué si vous pouvez manipuler la tuyauterie la tubulure oui en deuxième temps oui. Si vous pouvez manipuler la tubulure ou en la fixant sans trop immobiliser. C'est tellement rapide que c'est difficile d'agir avec le mouvement de... Si vous choisissez de le faire, autant le faire doucement. Parce que vraiment, il y a des malades qui se font luxer pendant l'immobilisation, si on les manipule pendant la crise. Alors si on a du midazolam ou un autre médicament anticonvulsivant et qu'on a un abord veineux, on peut le faire passer pendant la crise. Si je n'ai pas d'abord veineux pendant la crise, je ne touche pas le malade, je ne cherche pas à mettre une voie veineuse. Vraiment, pendant la crise, on le laisse convulser et il s'arrête. Ce que je peux faire pendant la crise, c'est protéger, mettre de l'oxygène. Au moment de la crise, le malade, tous les muscles se contractent, même le diaphragme, et donc il ne respire pas. Le malade qui convulse ne respire pas d'une façon efficace, et donc il désature. Autant mettre de l'oxygène et le laisser jusqu'à ce qu'il se calme. Quand il se calme, là, le risque, c'est l'inhalation, c'est les voies aériennes qui ne sont pas protégées, c'est le coma post-critique. C'est ce que je vais devoir gérer. C'est le coma post-critique, en libérant les voies aériennes et en attendant qu'il se réveille. Si c'est une crise simple, il va se réveiller. S'il ne se réveille pas, c'est un état de mal convulsif. Je donne du midazolam et j'attends que je puisse transférer le malade dans une structure qui va le prendre en charge. Bien sûr, les causes, vous les connaissez, ils sont multiples, mais c'est difficile à gérer. Alors, là, il se réveille. Le coma post-critique, c'est 3 à 5 minutes. Oui. En général, c'est des convulsions simples. Effectivement, ça convulse pendant 1 minute, parfois même un peu 2. Mais parfois, ça se prolonge. Tu as un état de mal et des patients en dialyse et qui n'arrêtent pas jusqu'à ce qu'ils fassent l'arrêt circulatoire. Et donc, le problème, c'est difficile de prévoir quand est-ce qu'il va s'arrêter de convulser.
Bon, Oui, lui, là, il si- convulse, mais le médecin convulse aussi dans sa tête parce qu'il sait que son patient n'est pas oxygéné, il va mourir. Et donc, Oui. qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, si vous avez une Souvent, crise, nous, on a les patients qui ont souvent la voie veineuse, et donc n'hésitez pas à passer il faut le passer. Si tu as l'abord, il faut le passer. Par contre, si vous ne l'avez pas, il faut attendre combien de temps? C'est ça qui... Alors, c'est une convulsion qui dure plus de 5 minutes. C'est l'état de mal convulsif. Plus de 5 minutes, il est en train de convulser. Généralement, c'est des malades qui ne se réveillent pas après 5 minutes. Ou bien, c'est qu'ils convulsent, il reste comateux, et il convulse encore une fois. Mais une convulsion qui dure plus de 5 minutes, c'est l'état de mal convulsif. Heureusement, ce n'est pas assez fréquent, les états de mal convulsif. Généralement, c'est des malades qui ne se réveillent pas. C'est des convulsions infracliniques, qu'on appelle infracliniques. Alors, bien sûr, abord veineux, donnez l'antiépileptique, l'anticonvulsivant, les midazolam, 10 mg. 10 mg de midazolam. Ça fait 2 ampoules. L'ampoule fait à 5 mg. OK? Je sais, à ma connaissance, il y a 5 mg 5 ml ou il y a 50 mg 10 ml. Donc le كبار هذول اللي كنعرف ما عرفتش peut-être 10 ml فيها 50 mg, il faut faire attention. Il est كانت كبيره. Alors il y a le risque, mais avec 10 mg pour un adulte, on reste tranquille, il n'y a pas de problème. Donc ça, on va gérer l'oxygène, libérer les voies aériennes et le... Ah, là, ça fait salit. Il y a un point qui est important. Oui. D'abord, c'est la discussion. Préventif, c'est le... Ah oui, la plénière. La plénière après le patient est souvent inconscient. La pause. Et souvent, il y a des risques, bien sûr, qu'il se fasse mal. Il y a des risques aussi qu'il se fracture, des risques de chute. Oui. Et donc, moi, je conseille dans la salle de dialyse de laisser toujours les lits naselines. Sauf au moment de manger. Quand le patient mange, je peux lever son lit. Parce qu'il y a des patients qui aiment bien être au-dessus des autres. Et donc, le lit, il est élevé. Ce patient, quand il tombe, il est mort. Moi, j'ai vu dans une clinique, je suis parti pour dialyser un patient, et un patient qui convulsait et qui tombait, qui fait un trauma crânien. Il était décédé à cause des convulsions. Pas parce qu'il a convulsé, parce qu'il a chuté du lit. Trauma crânien avec héparine, oui. Ayez ce réflexe de mettre le patient vraiment le plus bas possible. Et au moment où on fait les soins, je peux surveiller le lit ou le fauteuil. Après, quand je termine les soins, il faut qu'elle... C'est un bon réflexe. Une bonne réflexion. Je n'ai pas entendu parler d'atropine et n'a plus de place dans l'atropine. Si tu as un malade qui fait une bradycardie. Une bradycardie. Parfois, dans les hypercalémies, ça nous aide un petit peu en attendant les quelques minutes mais bon... Oui. Parce que quand on reçoit un patient en hypercalémie, souvent il est ramené par les gens. Voilà, vite il faut le brancher, mais au moment de passer les 20 minutes... Bradycardie atropine, c'est des bolus d'atropine, oui. Il n'y a pas de... Oui. Tu peux donner intramusculaire. C'est pas évident intrarectal chez l'adulte. C'est pas évident. Alors, le midazolam, tu peux la passer par voie intranasale. Par le nez. Oui. Il ne faut pas oublier, comme vous avez dit, les convulsions ils ont beaucoup d'étiologie. La plupart du temps, chez l'insuffisance rénale, il ne faut pas oublier l'hypocalcémie. Oui. L'hypocalcémie très fréquente, surtout, c'est les sujets qui viennent d'être dialysés. Oui. Moi, d'après mon expérience, en injectant du calcium injectable, le gluconate de calcium, tout rentre dans l'ordre. Sinon, j'étais obligé de donner, ce n'est pas 2 ampoules, seulement une demi-ampoule. Ça fait si Hassan. Merci beaucoup. Alors, merci à vous, ça a été un plaisir.